Mon mari a dit qu'il partait en voyage d'affaires pour 15 jours et m'a demandé de ne pas l'appeler. Il a été surpris dans un restaurant chic avec ma demi-sœur. J'ai annulé sa carte noire, vendu le manoir, et j'ai vu 66 appels manqués. Mon histoire commence, comme tant d'autres, par une magnifique maison en grès brun de 4 étages dans l'Upper East Side. C'était plus qu'une maison. C'était l'œuvre de ma vie au cours de la dernière décennie. C'était ma fierté et ma joie. Je n'étais pas seulement sa propriétaire. J'étais devenue sa conservatrice à plein temps. Surtout le jardin sur le toit. Ce jardin était mon sanctuaire. Alors que l'obscurité commençait à tomber ce mardi-là, j'étais sur la terrasse à m'occuper de mes orchidées phalaenopsis. L'air était chargé de leur parfum propre, doux, presque vanillé. C'est alors que j'ai entendu le cliquetis caractéristique des roulettes de valise sur les parquets de l'entrée. Mon mari, Garrett, est apparu. Il portait toujours son costume sur mesure à $1000, mais sa cravate était desserrée, le bouton supérieur de sa chemise défait. L'odeur de son parfum pour homme coûteux, un bois de santal piquant mêlé à l'odeur persistante et éventée du tabac, et l'épuisement total d'une longue journée. C'était une odeur avec laquelle j'avais vécu pendant 10 ans, une odeur si familière qu'elle était devenue invisible pour moi. Tout comme, je commençais à le réaliser, notre mariage. Il m'a regardé, mais son regard est passé à travers moi comme si j'étais un autre meuble coûteux, une partie du décor auquel il rentrait. « Je pars », a-t-il dit. Sa voix était plate, dénuée d'émotion, dénuée de fatigue. C'était juste une notification, livrée comme un bulletin météo. Ce voyage d'affaires est important. Des partenaires étrangers sont là et ils veulent une étude géologique d'un terrain pour un nouveau complexe hôtelier dans les Hamptons. Nous lançons un nouveau projet. J'ai hoché la tête, m'approchant de lui, mes mains allant automatiquement arranger le col de sa chemise, lisser le revers. C'était une habitude conjugale, une mémoire musculaire que je n'arrivais pas à briser, même quand il remarquait à peine mon contact. Pourquoi si soudainement, Garrett ? 15 jours. C'est long. Le gala du musée est la semaine prochaine. Il s'est légèrement reculé. C'était un mouvement presque imperceptible, un recul loin de ma main, mais après une décennie, je l'ai remarqué. Je l'ai senti comme une petite goutte d'eau froide. Ce projet est top secret, Meredith. Tu comprends ? Je dois l'étudier à fond, et l'information ne doit pas fuiter. Le gala devra attendre. Il a pris ma main, mais sa paume n'était pas chaude. Elle était fraîche et distante. Puis sont venus les mots qui allaient résonner dans ma tête pendant les 3 jours suivants. Les mots qui auraient dû être la première véritable sonnette d'alarme. Il m'a prévenu, la voix basse. Pour des raisons de sécurité, ne m'appelle pas et ne m'envoie pas de SMS pendant ces 15 jours. Mon téléphone sera complètement éteint pour me concentrer. C'est une zone morte. Je t'appellerai dès que le travail sera terminé. La maison et le jardin sont entre tes mains. J'ai souri. C'était le sourire que j'avais pratiqué pendant 10 ans. Le sourire de l'épouse sage, compréhensive et solidaire. Le sourire de la femme qui, il y a 10 ans, était Meredith Reed, fondatrice de Terra Design, une architecte paysagiste à l'avenir prometteur, un article dans Architectural Digest qui n'attendait que de se produire. Mais Garrett avait dit, j'ai besoin de quelqu'un pour tenir le fort, Marie. Je ne peux pas construire ma carrière si je m'inquiète pour le front intérieur. Alors, j'ai tout abandonné. J'ai laissé mes licences expirer. Je me suis retiré pour être la femme au foyer dans cette magnifique maison en grès brun. J'ai conçu chaque recoin de ce jardin. J'ai mis mon cœur dans chaque fleur, chaque allée de pierre. Je pensais que je nourrissais notre maison, notre vie. Très bien, ai-je dit, ma voix légère et exercée. Tu vas faire quelque chose d'important. Je serai bien à la maison. Les orchidées sont sur le point de fleurir de toute façon. Pars en voyage d'affaires l'esprit tranquille. Il a donné une dernière brève pression à ma main. Gentille fille. Le cliquetis des roulettes de la valise sur le sol carrelé a résonné bruyamment dans le grand hall silencieux. Il a été suivi par le bruit sourd et définitif de la grille en fer qui se fermait. Cette luxueuse maison en grès brun, mon chef-d'œuvre, a été soudainement plongée dans un silence glacial et assourdissant. Je suis resté au milieu du somptueux salon, fixant mon reflet dans la grande baille vitrée sombre. Pendant 10 ans, je m'étais reproché la distance croissante. Les dîners ensemble, autrefois un rituel nocturne, se sont réduits à 1 fois par semaine,
puis aux occasions spéciales seulement. L'affection, les contacts occasionnels, les blagues partagées s'étaient taries. Il partait avant que je me réveille. Il rentrait après que je fasse déjà semblant de dormir. La raison était toujours le travail, un projet, une échéance. Était-ce moi? Étais-je devenue ennuyeuse? Avais-je fait quelque chose de mal? Ou tous les mariages se fanent-ils simplement comme ça avec le temps? J'ai essayé de le ranimer. J'ai suggéré des vacances. J'ai acheté de la nouvelle lingerie. J'ai essayé de parler de son travail. J'ai été accueilli par de l'indifférence, de l'agacement, et parfois son irritation. Meredith, je suis juste fatigué. On peut laisser tomber? Progressivement, je me suis fatigué aussi, et seul le silence est resté. Ce voyage d'affaires de 15 jours, cette étrange règle de non-contact, ne m'a pas déstabilisé. Pas vraiment. Cela m'a juste fait ressentir une solitude froide et profonde, une finalité qui m'a glacé jusqu'aux os. Après son départ, j'ai traversé la maison silencieuse. 4 étages de bois poli et de marbre froid. J'ai vérifié les serrures des portes, une habitude. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre de cabernet. Je savais que je ne le boirais pas, le liquide sombre tourbillonnant dans le verre en cristal coûteux. Je suis entré dans mon ancien bureau à domicile. Des housses de protection recouvraient mes tables à dessin. Mes récompenses de Terra Design étaient rangées sur une étagère inférieure, derrière les trophées de golf de Garrett. J'avais tenu le fort. J'avais fait tout ce qu'il m'avait demandé. Et maintenant, j'étais absolument, complètement seul dedans. Les 3 premiers jours après le départ de Garrett ont été inhabituellement vides. J'ai essayé de combler le silence. Je me suis dit que c'était une pause, de petites vacances pour moi aussi. Je me suis réveillé. J'ai fait du café. La maison était si silencieuse. Je suis allé au pressing. J'ai fait les courses au marché du coin. La caissière, une gentille femme nommée Maria, a demandé, « Juste vous aujourd'hui, Madame Cole ?» et j'ai souri de mon sourire pratiqué et j'ai dit, « Oui, Garrett est en grand voyage d'affaires. » J'ai passé la plupart de mon temps dans le jardin, essayant de trouver un peu de paix. C'était le seul endroit qui me semblait appartenir. Les orchidées Phalaenopsis, les orchidées oncidium, les dendrobiums violet foncé que j'avais spécialement commandés d'une pépinière en Floride, étaient en pleine floraison. C'était ma vraie famille, les seules choses vivantes dans cette maison qui répondaient à mes soins. J'étais sur la terrasse, essuyant soigneusement une tache de poussière d'une large feuille verte et saine quand mon téléphone a fait un « ding » depuis la table de patio où je l'avais laissé. J'ai pensé que c'était juste un autre SMS promotionnel d'un magasin et je l'ai ignoré. J'étais occupé. Mais un deuxième et un troisième, dignes, ont suivi en succession rapide et insistante. J'ai soupiré, un petit souffle d'agacement. J'ai enlevé mes gants de jardinage souples, j'ai essuyé mes mains humides sur mon tablier en lin et j'ai pris le téléphone. Sur l'écran se trouvaient 3 notifications identiques de la banque. Mon cœur n'a pas seulement sauté un battement. Il s'est arrêté. Il est devenu froid. C'étaient des alertes de transaction de la carte de crédit secondaire. La carte noire de Garrett. Celle sur mon compte. Celle liée à mon fonds d'héritage. Celle que je lui avais donnée pour les commodités de travail et les urgences avec les clients. Mes yeux se sont fixés sur la phrase « Débit de $4000 au restaurant Aria ». Aria. Ce nom était comme une aiguille, un éclat de verre perçant mon tympan. $4000. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai rapidement vérifié la date et l'heure. La transaction avait été effectuée il y a à peine 10 minutes. Avec des doigts tremblants et tachés de terre, j'ai appelé le service client de la banque. J'ai tâtonné dans le menu automatisé, appuyant sur 0 à plusieurs reprises, désespéré de parler à un humain. « Merci d'avoir appelé », a finalement dit une voix polie et désincarnée. Après avoir vérifié mon identité, ma date de naissance, le nom de jeune fille de ma mère, tous les petits détails de ma vie, l'agent m'a dit fermement « Oui, Madame Cole. » Je peux confirmer. Un paiement réussi de $4000 a été effectué au restaurant Aria dans l'Upper East Side, à Manhattan. L'Upper East Side, à 10 pâtés de maison de notre maison, Paléanton. J'ai raccroché le téléphone. Tout mon corps est devenu froid. Le parfum doux et odorant des orchidées m'a soudainement semblé nauséabond, suffocant. Je me souvenais très bien du restaurant Aria. C'était il y a 6 mois, pour notre 10e anniversaire de mariage.
J'avais passé des semaines à planifier. J'avais acheté une nouvelle robe. J'avais montré à Gareth un article à ce sujet dans un magazine. Je l'avais pratiquement supplié. Chérie, s'il te plaît. Dînons ici pour notre 10e anniversaire. Ils disent que c'est le restaurant le plus romantique de la ville. À l'époque, Gareth, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur, les doigts tapant un email, m'avait renvoyé sans même un regard. Ne sois pas ridicule, Meredith. Regarde le prix. Un seul repas là-bas coûte le salaire mensuel d'un de mes employés. C'est un endroit pour les riches oisifs qui veulent se montrer. On peut utiliser l'argent de ton héritage pour quelque chose de plus utile qu'un repas, un investissement, pas une assiette de nourriture. Ces mots avaient jeté un seau d'eau glacée sur mes espoirs. Notre 10e anniversaire s'est terminé par un dîner silencieux ordinaire à la maison. J'avais préparé son rôti de bœuf préféré. Il a mangé en consultant ses emails. Je me suis consolé. Il a raison. Il est pratique. Il construit notre avenir. Mais aujourd'hui, mon mari pratique, l'homme qui était censé être en mission d'études géologiques top secrète dans les Hamptons, le même homme qui m'avait demandé de ne pas le contacter, était à Aria, et il venait de payer une facture de 4000 $. Quel client divertissait-il qui valait 4000 $? Avec quel client célébrait-il? Mes mains tremblaient. Avais-je vécu dans une confiance absolue pendant 10 ans ou dans une tromperie parfaitement emballée et magnifiquement entretenue? Il m'avait menti. Il m'avait trompé. Après le choc initial, après que le sang se soit retiré de mon visage, est venu un calme glacial, presque contre nature. Le genre de calme que les gens ressentent, dit-on, dans les moments précédant un accident de voiture. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas cassé de choses. Je suis juste rentré dans la maison, mes jambes semblant étrangement lourdes, et je me suis versé un grand verre d'eau glacée. J'ai regardé les glaçons crépiter et se déplacer. L'eau froide a descendu ma gorge, éclaircissant mon esprit, aiguisant ma concentration. Que devais-je faire? L'appeler? Crier. Où es-tu? Que fais-tu? Juste pour entendre un autre mensonge, plus élaboré? Juste pour lui donner le temps de couvrir ses traces? J'avais déjà perdu 10 ans à lui faire confiance. Je ne pouvais pas me permettre d'être une imbécile une seconde de plus. J'avais besoin de la vérité, pas de sa version. La vraie vérité. J'ai ouvert la liste de contacts de mon téléphone. Mes doigts ont défilé devant des dizaines de noms. Ma mère. Non, elle est décédée il y a 5 ans. Mon père. Il était absorbé par sa nouvelle vie avec sa nouvelle femme. Je ne pouvais pas. J'avais besoin de quelqu'un avec la tête plus froide, quelqu'un qui pouvait agir. Mes yeux se sont arrêtés sur un nom, Justine. Justine était ma meilleure amie depuis l'université. Nous étions colocataires, des opposés qui s'étaient immédiatement entendus. Contrairement à moi, qui avais abandonné ma carrière chez Terra Design pour choisir la famille, Justine était célibataire, était devenue associée dans son cabinet et était une avocate requin. Elle détestait l'hypocrisie et elle n'avait jamais, pas une seule fois, aimé Gareth. Son sourire n'atteint pas ses yeux, Marie, m'avait-elle prévenu il y a 10 ans. Si quelqu'un pouvait m'aider en ce moment, ce n'était que Justine. J'ai appelé. Elle a répondu à la 2e sonnerie, comme toujours. Meredith, quoi de neuf? La dame de la maison en grès brun a-t-elle enfin décidé de gratifier une paysanne comme moi d'un appel? Ou as-tu un autre projet de plantation de fleurs pour mon balcon stérile? J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'empêcher ma voix de trembler, mais elle est sortie étranglée de toute façon. Justine, es-tu libre? J'ai besoin de ton aide. Pas en tant qu'amie, en tant qu'avocate. Le ton joyeux et taquin à l'autre bout du fil a disparu. Il a été remplacé par la voix vive et concentrée que je lui avais entendu utiliser au tribunal. Je suis au bureau. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix est étrange. Qu'est-ce que ce crétin de Gareth a encore fait? Je ne suis pas sûr, ai-je dit, essayant de rassembler les fragments dans ma tête. Gareth a dit qu'il allait dans les Hamptons pour 15 jours. Il a dit que c'était un projet secret. Il m'a dit de ne pas le déranger. Pas d'appel, pas de SMS. Secret quoi? La voix de Justine était vive. Incrédule. Ça sent le roussi, Marie. Un secret pour sa propre femme. C'est quoi ça? 1950?
Il y a 15 minutes, ai-je interrompu, allant droit au but. La carte noire sur mon compte a été utilisée pour payer 4000 $ au restaurant Aria dans l'Upper East Side. Il y eut un silence de mort à l'autre bout de la ligne pendant quelques secondes. C'était le silence d'une avocate analysant un cas, traitant des preuves. Aria ? A finalement demandé Justine, la voix basse. Le restaurant français ? Celui où tu voulais aller pour ton 10e anniversaire ? Celui qu'il a dit être extravagant. C'est bien celui-là ? Ma gorge me brûlait. Oui. Ce salaud, a-t-elle sifflé. Je t'avais dit de ne pas trop lui faire confiance. 4000 $, ce n'est pas un dîner d'affaires, Marie. C'est un dîner, achète-moi un diamant. C'est un dîner et désolé, je suis un porc-menteur. Que veux-tu ? Je ne veux envoyer personne, ai-je dit. Je ne veux pas de scandale. Pas encore. Je veux juste la vérité. Tu es avocate. Tu as tes méthodes. Enquête pour savoir avec qui il est là-bas. Aria est un restaurant de luxe. Ils ont des caméras de sécurité. Ils ont des listes de réservation. Tu as des contacts. Compris, a répondu Justine. Tout à fait professionnel. Envoie-moi les informations de la carte, ton numéro de compte et une photo récente et nette de Gareth. J'ai un type, un détective privé, qui me doit une faveur. Mais Meredith, sa voix s'est adoucie une seconde. De retour à mon ami. Es-tu vraiment d'accord ? Je ne sais pas, ai-je murmuré, regardant mon jardin, les orchidées phalaenopsis d'un blanc pur et parfait. Elles semblaient soudain si fragiles, si hypocrites. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas m'effondrer. J'ai raccroché le téléphone. J'ai su à ce moment-là que ma vie ne serait plus jamais la même. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise immobile sur la terrasse. Le soleil s'était couché. Une traînée orange restait dans le ciel, annonçant la longue nuit à venir. L'odeur des orchidées n'était plus parfumée. Elle me semblait nauséabonde. Je n'ai pas dîné. Dans la grande maison vide, le seul son était le tic-tac lourd et régulier de l'horloge de grand-père dans le salon. Chaque tic-tac était comme un coup de marteau sur ma poitrine vide. J'ai essayé de me tromper. Peut-être que c'est vraiment un client important. Une PDG qu'il doit divertir. Peut-être que les 4000 $ sont un acompte pour un contrat énorme. J'ai essayé de m'accrocher à cet espoir faible et pathétique. Mais il a été anéanti lorsque mon téléphone a vibré. Il était environ 22 heures. J'ai reçu un message de Justine. Ce n'était pas un SMS. C'était un fichier. En dessous, une seule ligne, prends une profonde inspiration, assieds-toi, et ensuite ouvre ça. Mes mains tremblaient. J'avais dit à Justine que je ne m'effondrerais pas, mais mon corps me trahissait. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Mes mains et mes pieds sont devenus froids. J'ai cliqué sur le fichier vidéo. Il ne durait que 30 secondes. La vidéo semblait avoir été enregistrée subrepticement par un client d'une autre table ou peut-être par une caméra de sécurité que le contact de Justine avait dégoté. L'angle n'était pas parfait, mais ces 30 secondes ont suffi à mettre fin à mes 10 ans de mariage. C'était Gareth. Il portait le même costume que je lui avais repassé ce matin-là. Il avait enlevé sa veste, sa cravate avait disparu, et il avait l'air détendu, heureux. Il était assis dans l'espace luxueux et classique lambrissé d'Aria. Et il n'était pas seul. En face de lui, dans la banquette en velours moelleux, était assise une très jeune femme. Elle avait de longs cheveux châtain clair, la peau claire, et elle portait une robe nuisette en soie rouge vin qui ne laissait rien à l'imagination. Elle riait, la tête renversée en arrière. Mon cœur s'est arrêté. Mon sang s'est glacé. Je l'ai reconnue. C'était Kendra, ma demi-sœur, la fille de la seconde épouse de mon père, Brenda, la petite sœur à qui on m'avait toujours dit d'être gentille. De l'inclure. La fille qui, pas plus tard que le dernier Thanksgiving, était assise à ma table, dans ma maison, mangeant ma nourriture et me disant à quel point elle admirait ma vie, à quel point j'avais de la chance d'avoir un homme comme Gareth. Dans la vidéo de 30 secondes, Gareth, mon mari, a utilisé une fourchette en argent pour prendre délicatement un gros morceau succulent de homard et la placer dans l'assiette de Kendra. Il lui a souri avec une douceur, une affection, une faim profonde et passionnée dans les yeux que je n'avais pas vu diriger vers moi depuis au moins 5 ans. Kendra s'est penchée en arrière et a ri, un son aigu et cristallin.
Puis elle s'est rapidement, audacieusement, penchée sur la table et a utilisé son doigt pour essuyer une minuscule tache de sauce du coin de la bouche de Gareth. C'était un geste d'intimité publique flagrant et écœurant. Gareth ne s'est pas reculé. Il n'a pas tressailli. Il lui a attrapé la main. Il l'a retournée, l'a portée à ses lèvres et il a embrassé sa paume. La vidéo s'est terminée. J'ai laissé tomber le téléphone sur le sol froid en granit. Il a atterri avec un bruit sec et sans vie. Trahi. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une invasion. C'était une conspiration. Mon mari et ma demi-sœur. Ma propre famille. Il utilisait mon argent, la carte que je lui avais donnée, la carte liée à mon héritage, pour inviter et divertir la fille qui m'appelait, sœurette, lors des réunions de famille. J'ai senti une vague de nausée si forte que j'ai dû m'agripper au bord de la table. J'avais abandonné ma brillante carrière chez Terra Design. J'avais sacrifié ma jeunesse, mon ambition pour être le soutien stable de ce menteur. J'avais entretenu mon propre jardin pour découvrir qu'un serpent venimeux y vivait depuis le début. 2 d'entre eux. Le téléphone gisait toujours sur le sol froid, l'écran sombre, mais la vidéo de 30 secondes se rejouait dans ma tête encore et encore. Au ralenti, le baiser, le homard, la robe rouge. Je me suis laissé glisser le long du mur froid, mes jambes cédant, et j'ai atterri lourdement sur le sol. Cette maison en grès brun, ce jardin, cette vie. Pendant 10 ans, j'ai cru que c'était mon paradis. Il s'est avéré que ce n'était qu'une cage dorée. Et j'étais l'oiseau qui s'était enfermé à l'intérieur pendant que le propriétaire sortait chercher un oiseau plus jeune, plus neuf. Le téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait Justine. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, essayant de contenir le tremblement qui parcourait tout mon corps. Je l'ai décroché, la gorge serrée. Je l'ai, ai-je dit d'une voix étranglée. Tu l'as vu? La voix de Justine était urgente, pleine de rage. Ce salaud. Cette fille. N'est-ce pas ta demi-sœur? Kendra. Oui. Oh, Meredith, c'est malsain. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller et tout casser? Tu veux que j'appelle les flics? Non, attends, ce n'est pas. Tu veux que je vienne? Justine, ai-je interrompu. Ma voix était soudainement, terrifiante, calme. C'était une voix que je ne reconnaissais pas. C'était une voix sans larmes, sans émotion. Froide. Justine s'est arrêtée, surprise par mon ton. Es-tu au bureau? Oui. J'attendais ton appel. Je ne te laisse pas seul avec ça. Tu es mon avocate, n'est-ce pas? Il y a eu une pause, un temps de silence. Justine a compris. Elle est passée instantanément de l'amie furieuse et réconfortante au requin du barreau. Parle. Je t'écoute. Premièrement, ai-je dit en me relevant du sol, mes os me faisant mal. Je me suis dirigé vers le bureau en bois dur dans le salon, celui où tous les documents de la maison, les livrets de banque, les actes de propriété étaient conservés. Prépare les procédures pour geler immédiatement tous nos comptes matrimoniaux communs. Geler, a demandé Justine. Marie, es-tu sûr? Si tu les gèles, il le saura immédiatement. Il t'appellera. Il va perdre la tête. Bien, ai-je répondu, la voix ferme. C'est ce que je veux. Cette maison en grès brun a été achetée avec l'argent de mon héritage comme à compte. Les comptes joints sont financés par de l'argent que ma famille nous a donné. Je ne peux pas le laisser toucher un autre centime. J'ai remarqué le changement dans la façon dont je le nommais. Mon mari bien-aimé Gareth était mort dans cette vidéo de 30 secondes. Ce qui restait n'était qu'un étranger. Compris, a dit Justine. Mais pour geler les comptes joints, nous avons besoin d'une raison valable. Tu dois demander le divorce immédiatement. Cela donne au tribunal la base légale pour accorder un gel d'urgence. Non, ai-je dit, me surprenant moi-même par ma propre certitude. Pas encore. Demander le divorce maintenant, c'est ce qu'il veut. Ça lui donne, à lui et à Seth, leur liberté. Il n'aura qu'à accepter, partager les biens et être sur une plage avec elle. J'ai besoin d'une autre raison. Je ne veux pas aller au tribunal. Pas encore. J'ai regardé autour de la pièce bien aménagée. Ma prison. Justine, ai-je dit,
Un plan froid et dur se formant. Si moi, en tant que titulaire principal de la carte et copropriétaire, je signale à la banque que je soupçonne mon mari de commettre une fraude financière ou d'utiliser des biens matrimoniaux à des fins illégales, est-ce une raison suffisante pour un gel d'urgence? Justine est restée silencieuse quelques secondes, réfléchissant. Légalement, oui, c'est suffisant. La banque a le devoir de protéger les actifs de ses clients, surtout si vous êtes une cliente VIP, ce que vous êtes. Ils peuvent émettre une suspension temporaire pour enquêter. Mais Meredith, cela provoquera un scandale. C'est une accusation énorme. J'ai besoin d'un scandale, ai-je dit. J'en ai assez d'être l'épouse silencieuse et compréhensive. Je veux qu'il réalise que je ne suis pas l'idiote qu'il a manipulé pendant 10 ans. J'ai raccroché avec Justine. Je ne me suis pas permis une seconde de regret ou de peur. Si la douleur ne vous tue pas, elle vous transforme en acier. Et à ce moment-là, j'ai senti que mon cœur s'était durci plus que la pierre. 10 ans à être une épouse soumise, 10 ans à me mettre en retrait, et voilà le prix. J'ai immédiatement cherché le numéro de téléphone de Monsieur Davis, le directeur des services aux clients privilégiés de notre banque VIP. C'était l'homme à la voix polie et gentille qui m'appelait toujours pendant les vacances ou pour mon anniversaire, m'invitant à des séminaires d'investissement ou juste pour envoyer un bouquet de fleurs. Il était temps que ces services privilégiés soient utilisés. Il était près de 23 heures, bien après les heures de bureau, mais le téléphone n'a sonné que 3 fois et a été répondu immédiatement à l'autre bout du fil. La voix de Monsieur Davis était toujours douce, bien qu'entremêlée de sommeil. Madame Cole, bonsoir. Vous m'appelez à cette heure-ci. Y a-t-il une urgence? M. Davis, ai-je dit, et ma voix était étonnamment calme, mais c'était une voix qui ne tolérait aucune interruption. Je m'excuse pour l'heure tardive. J'appelle pour une urgence. J'ai besoin que vous vous occupiez de 2 choses pour moi immédiatement. Bien sûr, Madame Cole, de quoi avez-vous besoin? Premièrement, annulez immédiatement la carte de crédit secondaire de mon compte. Le numéro de la carte est. J'ai clairement lu les 16 chiffres de la carte noire de Garrett, les chiffres que j'avais mémorisés en payant ses relevés chaque mois. L'annuler maintenant? Monsieur Davis semblait choqué. Complètement réveillé maintenant. Madame, c'est une carte VIP à limite maximale, et je crois que Monsieur Cole est en voyage d'affaires. Il pourrait avoir une urgence. Il pourrait être bloqué. Je sais, les jeux interrompus. Et je demande l'annulation. Je suis la titulaire principale du compte. J'en ai le droit. Annulez-la maintenant. Oui. Oui. Compris. Sa voix était déjà tendue. Je vais prendre des mesures pour bloquer la carte immédiatement. Quel est le deuxième point? Le deuxième point est. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis Meredith Cole, copropriétaire des comptes joints. Je vais vous donner les numéros. J'ai clairement donné les numéros des 3 comptes joints, le compte chèque principal, le compte d'action et d'investissement, et le compte d'épargne joint de 50 000 $. Je demande à la banque d'appliquer une mesure d'urgence pour geler temporairement toutes les transactions de ces comptes. Toutes. Cette fois, Monsieur Davis est resté silencieux plus longtemps. Je pouvais l'entendre aspirer son souffle à travers le téléphone. Madame Cole, Meredith, pourriez-vous s'il vous plaît me dire la raison? Cette affaire est très compliquée en termes de procédure puisque Monsieur Cole est également copropriétaire. La raison est, j'ai souligné chaque mot, froid et tranchant, que moi, la propriétaire principale de la majorité des actifs de ce mariage, j'ai des motifs suffisants pour soupçonner que mon mari, Monsieur Garrett Cole, utilise nos actifs communs à des fins illégales, commet une fraude, et montre actuellement des signes d'être un risque de fuite. Fraude, risque de fuite. Les termes juridiques que Justine m'avait dit d'utiliser, c'était comme des armes. Le directeur à l'autre bout du fil était véritablement paniqué. Madame, calmez-vous. Cette affaire est très sérieuse. Si vous le dites, alors conformément au règlement de protection des clients, je vais immédiatement notifier le système pour bloquer temporairement toutes les transactions en ligne et au guichet de ces comptes. Mais vous devrez venir. S'il vous plaît, venez à la succursale la plus proche demain à 8 heures pour signer les papiers officiels. Bien, ai-je répondu de manière concise. Je serai là à 8 heures. Je ne veux pas qu'un seul dollar soit retiré de ces comptes à partir de ce moment. Comprenez-vous? Oui, Madame Cole. Compris. Je vais le traiter immédiatement.
J'ai raccroché le téléphone. La pièce est tombée dans un silence lourd et immédiat. J'ai regardé ma main, qui tenait toujours le téléphone fermement. Elle ne tremblait pas. Pendant 10 ans, j'ai utilisé ces 2 mains pour cuisiner, faire la lessive, planter des fleurs, lui faire des massages quand il disait qu'il était fatigué du travail. Maintenant, avec ces mêmes 2 mains, je gelais tout ce qui était à lui. J'avais coupé son canal financier. J'avais coupé sa retraite. L'apéritif à 4000 $ chez Aria était vraiment cher. Maintenant, c'était à mon tour de servir le plat principal. Je ne savais pas comment Gareth réagirait quand sa carte noire serait refusée et qu'il apprendrait qu'il ne pouvait accéder à aucun compte, mais je savais qu'il m'appellerait bientôt. Et j'étais prête. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne pouvais pas. Je suis restée assise dans le fauteuil sur la terrasse, enveloppée dans un plaid en cachemire, regardant le jardin d'orchidées enveloppé dans l'obscurité. Mon esprit était tout aussi sombre. Chaque fois que je fermais les yeux, la vidéo de 30 secondes apparaissait avec une clarté cruelle. Le baiser de Gareth, le rire de Kendra, la facture de 4000 $. C'était une pantomime se moquant des 10 ans de ma jeunesse que j'avais enterrés dans cette maison en grès brun. À 7h55, je suis arrivé à la banque. J'étais pâle. Mes yeux étaient gonflés, mais j'étais habillé impeccablement. Monsieur Davis m'attendait. Il avait l'air nerveux. Il m'a fait entrer dans un bureau privé et j'ai signé les papiers. Ma main était stable. De là, je suis allé directement au bureau de Justine. Mon visage non maquillé était pâle sous la dure lumière du matin. Je savais à quel point j'avais l'air misérable. Justine est sortie d'une salle de conférence. Elle portait un tailleur noir, ses cheveux tirés en une queue de cheval haute, lui donnant un air vif et autoritaire. Ses yeux habituellement joyeux et pétillants avaient disparu, remplacés par une rage professionnelle contenue. Elle m'a tendu une tasse de café chaud sans un mot. « Bois ça », a-t-elle ordonné. « Tu as une mine de déterré. » J'ai secoué la tête. Ma gorge était sèche. « Je ne peux pas. Je viens de la banque. » C'est fait. Bien. Justine s'est assise en face de moi, croisant les bras. J'ai envoyé vos documents de confirmation au directeur de la banque à 8 heures précises. Tout est gelé. Sa carte noire est maintenant officiellement un morceau de plastique inutile. Pendant un instant, un sentiment de soulagement m'a envahi, mais il n'a pas comblé le vide à l'intérieur. Merci, Justine, pour tout. Ne me remercie pas encore, a-t-elle dit, son regard pénétrant. Maintenant, réponds-moi calmement. Je te le demande en tant qu'avocate. Que veux-tu? Juste lui donner un avertissement et évacuer ta colère ou veux-tu un divorce? Divorce? Pourquoi ce mot sonnait-il si étrange et douloureux? Pendant 10 ans, j'ai tout abandonné pour être la femme de cet homme, mettant de côté mon ambition chez Terra Design, et maintenant, le divorce. Je ne sais vraiment pas, alors que je me taisais, Justine a soupiré et s'est levée, arpentant la pièce. Regarde-moi, Meredith. Si tu veux juste lui donner un avertissement, franchement, Gareth reviendra. Il se mettra à genoux. Il te suppliera de lui pardonner. Et il jurera que le ciel et la terre tomberont avant qu'il ne change à nouveau. Il accusera Kendra. Il accusera son travail. Il t'accusera toi. Et quoi? Ensuite, il reprendra ses vieilles habitudes. Mais la prochaine fois, il sera plus secret, plus rusé. Tu vivras toute ta vie dans le doute, vérifiant son téléphone, reniflant ses chemises. Est-ce une vie? J'ai regardé Justine. La scène du baiser au restaurant est réapparue. La pensée de lui me touchant après l'avoir touché elle. Non, ai-je dit. Non, je ne peux pas supporter ça. Alors c'est le divorce, a dit Justine comme une certitude, pas une question. Si tu décides de divorcer, tu dois être prête à te battre. Gareth n'est pas un idiot. Lui et sa famille, et ta famille, ils ne te laisseront pas partir facilement avec quoi que ce soit. Pas avec cette maison, pas avec ton héritage. Je veux divorcer. Ma voix est soudainement devenue claire. Mais avant de divorcer, je veux savoir exactement ce que j'avais pendant ces 10 dernières années et ce qu'il m'a secrètement pris. Justine a souri. C'était un sourire froid, calculateur, d'avocate. Bien. C'est la Meredith Reed que je connais. C'est la femme qui a fondé Terra Design.
Elle a tiré une chaise et a sorti un dossier. J'ai fait une enquête préliminaire. Le plus gros actif est la maison en grès brun. Elle est à vos deux noms, mais l'acompte provenait du fonds d'héritage de ta famille. C'est un énorme levier. J'ai gelé les comptes joints, ai-je dit. Bien, a continué Justine. Le problème, c'est qu'il a sûrement des comptes personnels. Sais-tu quel est son salaire exact? Ses bonus? J'ai hésité. Il m'a dit que l'entreprise conservait la plupart de son salaire et de ses bonus dans un fonds de rémunération différé. Il a dit que c'était pour des raisons fiscales. Chaque mois, il ne me donnait que 2500 $ pour les dépenses ménagères, la gestion de la maison, l'entretien du jardin, tout. Justine a ricané. C'était un rire de pur mépris. 2500 $. Meredith, tu crois ça? Il est directeur principal en charge de projets de plusieurs milliards de dollars, et son salaire net, l'argent qu'il donne à sa femme, est de 2500 $. Il se joue de toi depuis 10 ans. J'ai baissé la tête, la honte me brûlant le cou. Nous devons découvrir ce qu'il vaut vraiment, a dit Justine. Et nous devons le faire vite. La tempête que Justine avait mentionnée n'a pas attendu. Elle est arrivée cette même nuit. J'étais retourné à la maison en grès brun. Je ne pouvais pas aller à l'hôtel. Pas encore. C'était encore ma maison. J'étais assise, hébétée, sur les marches près du bassin à carpe koi, regardant les poissons colorés nager. Ils vivaient dans leur petit monde, nourris tous les jours, et ne sauraient probablement jamais ce qu'est la trahison. Mon téléphone, que j'avais posé sur la table en pierre, s'est mis à vibrer. Les deux mots, Garrett Cole, sont apparus à l'écran. Un nom que j'avais enregistré il y a 10 ans, mais qui me semblait maintenant une moquerie ineffable. Je n'ai pas répondu à l'appel. Je suis resté assise et j'ai regardé le téléphone sonner, sonner et sonner. Il est passé à la messagerie vocale et a sonné encore et encore. C'était comme une crise de colère qui vibrait sur la pierre. Je l'ai ignoré et j'ai compté. Un appel, 2 appels, 10 appels, 20. Le téléphone a sonné à nouveau alors que je rencontrais Preston, l'agent immobilier que Justine m'avait recommandé. Je devais vendre la maison. Je ne pouvais plus vivre ici. Chaque orchidée, chaque parquet poli, me semblait souillé. Preston, un homme poli d'âge moyen, se sentait mal à l'aise. Le téléphone bourdonnait, vibrant avec colère sur la table basse entre nous. Madame Cole, ne répondez-vous pas au téléphone? Cela semble urgent. J'ai forcé un sourire. Non, c'est probablement juste un autre appel indésirable. Je bloque ce genre de numéro. J'ai mis le téléphone en mode silencieux et je l'ai glissé dans mon sac à main. Nous avons continué à parler des prix et des procédures. Mais dans mon esprit, je savais que la rage à l'autre bout du fil grandissait, s'envenimait. Après le départ de Preston, qui m'assurait que la maison était une perle rare et se vendrait vite, le silence de la maison est revenu. J'ai allumé mon téléphone pour vérifier. 66 appels manqués. 66, quel chiffre? J'ai ri, mais j'avais envie de pleurer. 66 appels manqués. Ce n'était pas parce qu'il me manquait. Ce n'était pas parce qu'il s'inquiétait pour moi. C'était parce qu'il ne pouvait plus dépenser mon argent. Mes doigts tremblaient en faisant défiler la multitude d'alertes d'appels manqués. Il m'avait appelé comme un fou pendant 2 heures d'affilée. Il avait probablement essayé d'emmener ma demi-sœur faire du shopping après leur repas extravagant à 4000 $ ou de payer leur séjour à l'hôtel 5 étoiles, et ça avait échoué. Il était humilié. Bien. Juste à ce moment-là, une nouvelle notification est apparue. Vous avez un nouveau message vocal. Mon cœur a manqué un battement. Ce qui devait arriver était arrivé. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'empêcher mes mains de trembler, et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Je devais écouter. Je devais connaître sa réaction. Après un bip, la voix de Garrett a hurlé. Ce n'était pas la voix calme et posée de mon mari. C'était le rugissement d'un animal blessé. Meredith, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Tu as annulé la carte. Es-tu folle? Je suis en pleine réunion. Tu m'as humilié. Tu m'as fait passer pour un imbécile. Réactive-la. Réactive-la tout de suite. J'ai écouté jusqu'au bout. Dans ce son enragé, j'ai essayé de chercher une trace de regret ou d'inquiétude pour moi. Il n'y avait rien, seulement de la rage.
Il n'était pas en colère parce que j'avais découvert son infidélité. Il était en colère parce que j'avais coupé son flux d'argent. Il était en colère parce que moi, la femme au foyer docile qu'il avait toujours méprisée, j'osais l'humilier. Au lieu d'appuyer sur le bouton de rappel en panique, je suis allé sur mon application de messagerie. J'ai changé ma photo de profil. La photo de nous deux souriant joyeusement pour notre 5e anniversaire a été supprimée. À sa place, j'ai mis une photo de moi seul, prise la semaine dernière dans le jardin, debout à côté d'une orchidée dendrobium en fleurs. Je souriais sur la photo. Un vrai sourire sincère. Puis je n'ai pas envoyé de SMS. Je l'ai appelé directement. Il a répondu presque instantanément, comme s'il avait été collé au téléphone en attendant. « Ava, toi. » « C'est Meredith, ai-je dit. » Ma voix était claire, calme et froide. Mon sang-froid sembla l'abasourdir, et il cessa de crier. « Meredith, que se passe-t-il ? » « Mes cartes. Tu as fait une terrible erreur. Tu dois appeler la banque. Tu m'as mis dans l'embarras. »« Comment ?» ai-je dit, ma voix aussi plate qu'une plaque de glace. « Ton étude géologique top secrète dans les Hamptons a-t-elle fini dans l'Upper East Side à Manhattan ?» Il y eut un silence glacial à l'autre bout du téléphone. Un silence lourd et mort. Je pouvais entendre sa respiration lourde. Il essayait de concocter le prochain mensonge. « Toi. De quelle bêtise parles-tu ? » J'avais un dîner avec un client. Un dîner à $4000, Garrett ? C'est les affaires. Tu ne comprends rien aux affaires. Qui t'a dit ça ? M'espionnais-tu ? Sa voix est immédiatement devenue menaçante. La rage d'être pris la main dans le sac remplaçait la confusion. Ah, ai-je prolongé le mot, ma voix dégoulinant de sarcasme. Peut-être que votre partenaire l'a dit. La partenaire aux cheveux bruns dans la robe rouge aria. N'est-ce pas un peu extravagant de divertir un client avec du homard et des baisers, Garrett ? Ou était-ce juste une gâterie spéciale pour ma demi-sœur Kendra ? Cette fois, le silence fut absolu. Il était complètement pris au piège. Tu, balbutia-t-il. Je m'en fiche, ai-je répondu, coupant court à sa pathétique tentative. Oh, et j'ai oublié de t'informer d'une chose. Quelle chose ? Demanda-t-il prudemment, sa voix basse et dangereuse maintenant. La maison en grès brun de l'Upper East Side, ai-je dit, et j'ai souri. Je savais qu'il ne pouvait pas me voir, mais j'ai ressenti une étrange satisfaction froide. Celle que tu aimes dire à tes amis que tu as achetée. Je l'ai mise en vente. Preston, l'agent immobilier, m'a appelé ce matin et m'a dit qu'il y avait des clients offrant un très bon prix. Nous signerons probablement les papiers ce week-end. Quoi ? Cette fois, il a vraiment hurlé. C'était un cri aigu et perçant, plein d'une panique et d'une rage extrême. Es-tu folle, Meredith Reed ? Comment oses-tu ? C'est ma maison. C'est notre maison. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas la vendre sans moi. Tu n'avais pas le droit de louer un restaurant pour dépenser notre argent avec ma demi-sœur. J'ai haussé la voix, égalant sa colère une seconde. J'ai gelé les comptes. J'ai annulé la carte noire. Et la maison sera vendue. J'espère que ton étude a été agréable, Garrett. Maintenant, débrouille-toi pour rentrer aux États-Unis. Je n'ai pas attendu qu'il continue à fulminer. J'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel avec détermination. Je savais que Garrett, acculé, appellerait son allié. Et sa plus grande alliée, la femme qui avait favorisé son comportement gâté toute sa vie, était sa mère, Lorraine. J'ai été sa belle-fille pendant 10 ans. Je comprenais très bien cette famille. Ils avaient un étrange sens toxique de l'unité, surtout lorsqu'il s'agissait de protéger les intérêts de leur précieux fils. 1 heure après mon appel téléphonique tendu avec Garrett, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, l'écran affichait « Lorraine ». Autrefois, j'avais enregistré ce nom avec tout le respect d'une nouvelle belle-fille. Maintenant, le voir ne me procurait qu'une fatigue infinie. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de paraître aussi normal que possible, et j'ai répondu. « Allô, Lorraine ?» Immédiatement, sans un salut, des pleurs misérables se sont déversés dans mon oreille à travers le téléphone. On aurait dit les lamentations d'un de ces feuilletons qu'elle aimait regarder. Oh mon Dieu, Meredith. Meredith, comment as-tu pu faire ça à ton mari ? Comment as-tu pu faire ça à mon fils ?
Ne seras-tu satisfaite que lorsque ce garçon mourra dans la rue? Je suis restée silencieuse, la laissant pleurer. C'était un acte que j'avais vu pendant 10 ans. Chaque fois qu'il y avait un petit conflit dans notre mariage, elle utilisait les larmes pour le résoudre. Et le résultat était toujours que je devais m'excuser, même si ce n'était pas de ma faute. Comme je ne réagissais pas, ses pleurs se sont arrêtés aussi brusquement que si elle avait appuyé sur un interrupteur. Elle est passée à un ton vif et accusateur. Vas-tu continuer à faire l'idiote? Garrett vient de m'appeler et il pleurait. Pleurer? Il a dit que tu avais gelé sa carte et ses comptes. Qu'est-ce que tu fais? Pour qui penses-tu que ce garçon souffre? C'est pour cette maison. C'est pour toi. Comment peux-tu être une femme aussi déraisonnable et inconsidérée? Déraisonnable? J'ai répété le mot. C'était comme un couteau émoussé qui me poignardait l'oreille. J'ai ri, un rire froid et sec. Lorraine, suis-je la déraisonnable, ou est-ce votre fils? Il m'a dit qu'il allait dans les hantons pour enquêter, mais il a utilisé $4000 de notre argent pour dîner dans un restaurant de luxe de l'Upper East Side avec une autre femme, avec ma demi-sœur, Kendra. À vos yeux, c'est ça, souffrir pour moi? Il y eut un silence glacial à l'autre bout du fil. Je savais que Garrett n'aurait jamais raconté à sa mère ces détails coûteux, mais je l'avais sous-estimé. Lorraine était une actrice chevronnée, et après quelques secondes de surprise, elle a immédiatement changé de scénario. Les pleurs sont revenus, cette fois plus misérables. Oh, ma chérie, je sais. Je sais que tu es blessée, mais tu dois comprendre les hommes, ils ne peuvent s'empêcher de tomber dans la tentation. Peut-être qu'il a fait une erreur passagère. Si tu fais un scandale comme ça, les gens se moqueront de notre famille. Tu dois gérer ça en privé. La patience est une vertu féminine. Erreur? J'avais envie de pleurer, mais j'ai ri. Lorraine, où y a-t-il une erreur à $4000 avec ma propre demi-sœur? J'ai sacrifié ma carrière chez Terra Design pour servir à la maison et il utilise notre argent pour divertir une jeune femme de la moitié de mon âge. Elle a de nouveau cessé de pleurer et est devenue méchante. Qu'est-ce que tu dis si irrespectueusement? Comment oses-tu parler à ta belle-mère comme ça? Je ne parle pas irrespectueusement, les jeux interrompus. Ma voix était maintenant plus froide que la glace. Je dis juste la vérité. Je ne peux plus être la vache à lait dont toute cette famille se moque. J'arrête l'hémorragie avant que votre fils n'utilise notre argent pour une autre femme. Je suis fatigué. Je raccroche. Comment oses-tu, a-t-elle hurlé. Si tu ne réactives pas les comptes maintenant, ne me reproche pas de devenir un monstre. Je vais chez toi tout de suite. Je ne lui ai pas donné la chance de continuer à menacer. J'ai raccroché. Je pensais que c'était le pire, mais je me trompais. Le message suivant, celui qui m'a vraiment brisé, est venu de ma propre famille, ou de ce que je pensais être ma famille. Un SMS de Brenda, ma belle-mère, la mère de Kendra. Meredith, ma chérie, j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes. Tu sais, tu es très dur avec Garrett. Et la pauvre Kendra est juste prise au milieu. Tu sais à quel point elle t'admire. Tu ne devrais pas être si égoïste et essayer de déchirer la famille pour un petit béguin. Les hommes seront toujours des hommes. Ne jette pas un mariage de 10 ans pour ça. Pardonne-lui, pour la famille. J'ai lu le SMS et je l'ai relu. Pauvre Kendra. Égoïste. Les hommes seront toujours des hommes. Brenda savait. Elle savait. Et elle le défendait. Elle défendait sa fille qui couchait avec mon mari. Elle me traitait d'égoïste parce que j'étais contrarié. Toute cette famille, ils étaient tous de mèche. Ils étaient pourris jusqu'à la moelle. Je n'avais plus aucun doute. Après l'appel avec Lorraine et le SMS de Brenda, je suis restée assise, hébétée, sur le sol froid pendant des heures. Toute cette famille n'était pas seulement des défenseurs, c'étaient des complices. Ensemble, ils ont monté une pièce de théâtre et j'étais le seul personnage stupide qui croyait que c'était réel. Je devais sortir. J'ai rappelé Preston, l'agent immobilier. Preston, c'est Meredith Cole. Cette offre en espèces, est-elle toujours sur la table? Oui, Madame Cole. Ils sont très impatients. Comme je l'ai dit, un couple d'Américains plus âgés vient de déménager. Ils sont à l'hôtel et veulent emménager rapidement. Bien, ai-je dit. Je veux vendre d'urgence. Dites-leur que j'accepte.
fantastique, a-t-il dit. Votre maison est une perle rare. Elle est bien située et ce jardin, ils ont dit. Ils ont dit que c'est l'aménagement paysager qui les a convaincus. Ils sont prêts à payer 25 000 $ de plus pour que toutes vos précieuses orchidées soient laissées telles quelles. 25 000 $. Mes 10 ans de passion, les 10 ans où j'ai abandonné Terra Design, étaient évalués à 25 000 $. C'était ridicule, mais en même temps, c'était une reconnaissance. Au moins, quelqu'un reconnaissait la valeur de mon sacrifice silencieux. D'accord, ma voix était étranglée. Dites-leur que j'accepte. Je laisserai tout. Vendez-la simplement rapidement. Excellent. Pouvons-nous programmer la signature pour ce week-end? Ils veulent payer 90% en espèces. Ce sera une clôture très rapide. J'ai raccroché. Le jardin, ma cage dorée, était maintenant la clé qui me libérerait. Je pensais que je pourrais enfin respirer. Je pensais que le pire était passé. J'ai commencé à faire mes cartons, mettant 10 ans de ma vie dans des boîtes. J'ai emménagé dans un petit hôtel propre et anonyme. Mais pendant que j'étais occupé à vendre la maison, mon mari et ma demi-sœur étaient toujours là-bas. J'étais à l'hôtel en train de signer quelques documents préliminaires de Preston quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Mon premier instinct a été de l'ignorer, mais je l'ai ouvert. C'était une photo. Kendra. Elle était sur un yacht de luxe, portant un minuscule bikini rouge, affichant sa jeunesse et sa vitalité. Derrière elle, la mer bleue et le ciel clair. Elle souriait, le sourire d'une gagnante. Mais ce qui m'a laissé paralysé, c'est l'image claire de Gareth reflétée dans ses lunettes de soleil de créateur. Il était torse nu, tenant un verre de vin, la prenant en photo. C'était après que j'ai coupé les cartes. Il dépensait toujours de l'argent. Il célébrait toujours. Comment? Un autre message est venu d'elle. Madame Cole, ou devrais-je dire, Meredith? Gareth a dit, tu es une personne sage. Il a dit, maintenant que tu es plus âgé, tu devrais savoir quand lâcher prise si tu veux garder ton dernier brin de dignité. Il ne t'a jamais aimé. Il était juste coincé avec toi. Et maintenant, il est libre. Plus âgé. Dignité. Elle essayait de me provoquer. Elle voulait que je devienne folle, que je fasse un scandale pour qu'elle puisse jouer la victime. J'ai regardé la photo. Je n'ai pas ressenti de rage. Je n'ai pas ressenti de jalousie. J'ai juste ressenti du dégoût, comme de voir une mouche triomphante assise sur une assiette de nourriture froide. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas maudit. J'ai fait 2 choses en silence. Premièrement, j'ai enregistré la photo. J'ai enregistré le message. Je les ai envoyés dans un dossier de mails séparés que j'avais créé et intitulé « Preuve ». Deuxièmement, j'ai supprimé la conversation et bloqué son numéro. Cette provocation puérile ne méritait pas mon attention. Mon combat n'allait pas se dérouler sur les réseaux sociaux. Mon combat était pour les actifs. Mais comment avait-il encore de l'argent? Je devais le découvrir. Je devais retourner à la maison une dernière fois avant que les nouveaux propriétaires ne prennent possession. Je me suis dit que c'était pour récupérer la porcelaine de ma mère, mais je savais que j'allais dans son bureau. Je suis retourné à la maison en grès brun, maintenant techniquement vendue, attendant juste la clôture. La maison était vide, résonnante. Je suis entré dans le bureau de Gareth, une pièce où j'étais à peine entré en 10 ans. Il disait toujours que c'était son espace privé, que je ne devais pas toucher à son travail. L'odeur de tabac et de vieux papier me piqua le nez. J'ai allumé la lumière. Tout était artificiellement bien rangé. J'ai ouvert le tiroir de son bureau en bois dur, celui où il gardait les documents importants. Bien sûr, il était fermé à clé, mais j'ai été sa femme pendant 10 ans. Je savais où il gardait la clé de rechange. Sous la plante d'argent dans le coin de la pièce. L'arrogance d'un homme qui se croyait malin et pensait que sa femme au foyer ne la trouverait jamais. J'ai ouvert le tiroir. Les documents étaient soigneusement rangés dans des dossiers, contrats, assurances et relevés bancaires de nombreux comptes dont j'ignorais même l'existence. Il m'avait dit que son salaire était à peine à 6 chiffres. Il m'avait dit que chaque mois, il n'avait que 2 500 $ à me donner pour les dépenses ménagères. Je me suis assise par terre et j'ai tout étalé, les yeux fixés sur les chiffres. Mon cœur déjà froid avait l'impression que quelqu'un le serrait. Des notes de frais à 6 chiffres. Des retraits d'espèces.
des frais de représentation qui se produisaient chaque semaine. Et voici son compte de salaire privé officiel. Le vrai chiffre. C'était 5 fois ce qu'il m'avait dit. 5 fois. J'ai ri, mais j'avais envie de pleurer. J'avais vécu dans une gigantesque tromperie. Je n'étais pas sa femme. J'étais une femme de ménage payée $2500 par mois pour s'occuper de cette maison en grès brun et de ce jardin pendant qu'il construisait une autre maison, une autre vie avec notre argent. Le repas à $4000 chez Aria n'était pas une erreur. C'était une habitude. Ce n'était qu'une des innombrables représentations dont je n'avais aucune connaissance. J'ai été si stupide de tomber dans le panneau de la phrase « tenir le fort ». J'ai cru à la promesse « si tu restes à la maison, je m'occuperai de tout ». Il s'est avéré qu'il s'occupait vraiment de tout. Dans son monde. Un monde qui ne m'incluait pas. J'ai continué à creuser, les mains tremblantes d'une rage froide. Je devais tout savoir. Mes yeux se sont arrêtés sur un relevé de virement particulier, un virement récurrent. Il n'était pas aussi important que les autres notes de frais, seulement $2500, mais il était aussi régulier qu'une horloge. Mes yeux, déjà secs de la nuit blanche, ont été piqués par les lettres. Virement interne. Bénéficiaire, Madame Brenda, nom de famille de la belle-mère. Montant, $2500. Exactement le même montant qu'il me donnait chaque mois. Il transférait exactement le même montant à une autre femme. Ma belle-mère. L'intuition d'une femme me souffla que ce n'était pas un simple problème. Les mains tremblantes, j'ai déplacé la souris sur son ordinateur portable, vérifiant l'historique des transactions en ligne. 15 juin, 15 mai, 15 avril. J'ai fait défiler en arrière. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Ce n'était pas une dépense récente. Cela durait depuis longtemps. J'ai continué à faire défiler. Mon esprit est devenu de plus en plus froid. 2 ans. Pendant 2 ans, sans faute, exactement $2500 transférés le 15 de chaque mois. J'ai rapidement sorti la calculatrice de mon téléphone et j'ai tapé $2500 multiplié par 24 mois. $60 000. Brenda, ma belle-mère. La femme qui m'avait dit que j'étais égoïste. La femme qui m'avait dit que Kendra était la victime. Il ne couchait pas seulement avec ma demi-sœur. Il payait ma belle-mère. Il utilisait notre argent, l'argent de mon héritage que j'avais investi dans ce mariage, pour soutenir non seulement sa maîtresse, mais toute sa famille. Cette trahison était bien plus cruelle que la vidéo de 30 secondes. Le baiser à Aria pouvait être une erreur, une faiblesse. Mais $60 000 transférés sur 2 ans, c'était du calcul. C'était une tromperie intentionnelle. C'était un mépris total et complet pour moi. C'était une longue arnaque. Ils n'étaient pas seulement un couple ayant une liaison. Ils étaient une équipe d'escrocs. Et j'étais la cible. Mon Dieu. J'avais vécu dans une maison pleine de serpents. Mon mari, ma demi-sœur et ma belle-mère. Ils s'étaient tous joués de moi, prenant mon argent, riant dans mon dos. Je me suis laissé glisser le long du mur, les relevés bancaires serrés dans ma main. J'avais la nausée. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Ce n'était pas seulement un divorce. C'était autre chose. C'était une trahison familiale profonde et pourrie qui coupait si profondément que je ne savais même pas comment saigner. Si vous écoutez toujours ceci, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous êtes incroyable et que je comprenne que vous êtes dans ce voyage avec moi. Votre soutien est un grand encouragement pour moi. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1 pour que je puisse vous reconnaître. Et maintenant, s'il vous plaît, continuez à écouter mon histoire. Je suis resté assise là, sur le sol de son bureau, entouré des preuves de ses mensonges jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil commencent à briller à travers la fente de la porte. La rage avait consumé le choc. Il ne me restait qu'une clarté froide et dure. J'ai appelé Justine. Il était 6 heures du matin. Elle a décroché à la première sonnerie, sa voix épaisse de sommeil. Marie, qu'est-ce qui ne va pas? C'est lui? Il la payait. Justine, ai-je dit, ma voix plate. Il ne payait pas seulement Kendra. Il payait sa mère. Il payait ma belle-mère. Quoi? La voix de Justine s'est réveillée d'un coup. Il a soutenu toute sa famille avec mon argent. L'argent de mon héritage que j'ai mis dans ce mariage.
60 000 $ sur 2 ans. J'ai les relevés bancaires ici même. Oh mon Dieu. Meredith, a respiré Justine. C'est un complot. C'est une dissipation frauduleuse des biens matrimoniaux. C'est de la collusion. On peut les poursuivre. On peut tout récupérer. Je serai à ton bureau à 9 h, ai-je dit. Et Justine, je ne veux pas seulement un divorce. Je veux les ruiner. Je suis arrivé au bureau de Justine à 9 h précises. Je n'étais pas la femme aux yeux gonflés d'il y a quelques jours. Je portais un tailleur pantalon blanc, celui que j'avais porté lorsque j'ai décroché mon premier gros contrat avec Terra Design. Mes cheveux étaient tirés en arrière. Mon maquillage était parfait. J'étais une architecte venant à une réunion d'affaires. Tu es magnifique, a dit Justine en me tendant un café que je n'ai pas pris. J'étais inquiète. Les larmes ne peuvent pas récupérer 60 000 $, Justine, ai-je dit. Bien. Alors mettons-nous au travail. Elle s'est assise. Avec la preuve des 60 000 $, nous pouvons porter plainte. Le juge va le dévorer. Nous obtiendrons la maison, le fonds d'études si vous en aviez un, tout. Mais attends. Quoi? Justine ne me regardait pas. Elle fronçait les sourcils, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur. J'ai fait une recherche préliminaire sur le titre de propriété de la maison en grès brun pour votre vente, juste pour m'assurer que la clôture se déroule sans heurts. Je voulais vérifier s'il y avait des... Oh non. Quoi? Qu'est-ce que c'est, Meredith? La voix de Justine est soudainement devenue sérieuse. Viens voir ça. Un pressentiment froid, pire que lorsque j'ai vu le nom de Brenda, pire que la vidéo, m'a parcouru l'échine. Je me suis approché de l'écran d'ordinateur de Justine. C'étaient les informations sur le titre de propriété de ma maison. Regarde ça. Justine a pointé du doigt les petits caractères dans la section des notes. Ta maison a un privilège dessus. Elle est hypothéquée. Hypothéquée? J'ai répété le mot mécaniquement. C'est impossible. Je n'ai rien signé. Cette maison a été achetée avec l'argent de mes parents. Mon héritage. Elle est payée. Elle est hypothéquée. La voix de Justine était comme un morceau de glace. Et pas pour une petite somme. Il a contracté un prêt de 500 000 $ contre elle. Si 60 000 $ étaient une gifle, 500 000 $ étaient une balle qui m'a frappé en pleine tête. Non, ai-je hurlé. J'ai vraiment hurlé. Mon sang-froid durement acquis, mon tailleur blanc, mon maquillage, tout s'est complètement effondré. Non, Justine. Un prêt de 500 000 $ nécessite ma signature. Je suis copropriétaire. Je n'ai jamais signé. Calme-toi. Justine m'a attrapé l'épaule et m'a secoué fort. Écoute-moi. Regarde la date. Il y a 6 mois. Souviens-toi, as-tu signé des documents étranges il y a 6 mois? Il y a 6 mois. Ma tête tournait. 6. Oh mon Dieu. Oui, ai-je murmuré en m'effondrant sur la chaise. À ce moment-là, Garrett m'a dit que l'entreprise avait besoin d'un capital important pour un projet important. Il a dit que c'était une opportunité en or. Il a dit que cela garantirait sa promotion et notre avenir. Il a ramené à la maison un épais dossier de documents, du jargon technique. Je n'ai rien compris. Il m'a dit de signer rapidement, que son patron attendait. Comment l'a-t-il appelé? A demandé Justine, la voix sombre. Il a dit que c'était un document de garantie interne pour ça. Ça. Oh mon Dieu. J'ai signé. Il a montré du doigt et j'ai signé. Je n'ai même pas lu. Je lui ai fait confiance. Justine a frappé du poing sur le bureau. Le bruit sourd m'a surprise. Ce salaud. Il t'a piégé. Il t'a piégé pour que tu signes une procuration ou un consentement à l'hypothèque. Il a pris 500 000 $ de la maison de tes parents. Je n'ai rien entendu d'autre. 60 000 $. Il les a utilisés pour soutenir sa maîtresse. Et ces 500 000 $. Où sont passés ces 500 000 $? L'étude top secrète, ai-je murmuré, les pièces s'emboîtant. Le projet des hantons. Meredith, a dit Justine, le visage pâle. Il n'allait pas en voyage d'affaires. Il prévoyait de s'enfuir.
Il allait partir avec ses 500 000 $ en espèces et ta demi-sœur. Et il allait te laisser avec une maison saisie et une dette gigantesque et écrasante. Le repas à 4 000 $ chez Aria, ce n'était pas juste une liaison. C'était leur fête de célébration. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Vendre la maison. Maintenant, vendre cette maison n'était pas une vengeance. Ce n'était même pas pour arrêter l'hémorragie. C'était une nécessité. Je devais vendre cette maison à l'acheteur. J'avais besoin des 90% en espèces qu'ils avaient promis. J'avais besoin de cet argent non pas pour devenir riche, mais pour rembourser immédiatement la dette illégale de 500 000 $ à la banque. Si je ne payais pas, la banque saisirait la maison. Et moi, en tant que copropriétaire, la personne qui avait signé sous la contrainte, je serais la première à être tenue pour responsable. Je perdrais tout. Je perdrais la maison, l'argent de mes parents et serais endetté pour le reste de ma vie. Garrett Cole. Il ne voulait pas seulement me quitter. Il voulait me détruire. Il voulait m'enterrer vivante sous cette dette et cette honte. Justine, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Ce n'est plus seulement un divorce. C'est un crime. Ton mari est un criminel. Fraude et détournement de fonds. Que dois-je faire avec un criminel, Justine? J'ai quitté le bureau de Justine comme si mes pieds ne touchaient pas le sol. Je ne sais pas comment je suis rentré dans ma petite chambre d'hôtel. Tout autour de moi semblait enveloppé dans un épais brouillard. Je devais vendre la maison. Je devais obtenir l'argent. J'ai appelé Preston. Preston, c'est Meredith. Annulez toutes les autres visites. Je vends aux clients américains. Dites-leur que j'accepte toutes leurs conditions. Je veux signer les papiers ce week-end. J'ai besoin de l'argent. Le plus tôt sera le mieux. Il fut surpris par ma détermination, mais comprit rapidement la situation. Fantastique, madame. Je les appelle tout de suite. J'ai raccroché. Je n'avais pas d'autre choix. Je n'étais plus une épouse qui se battait pour ses biens. J'étais une victime qui se battait pour sa vie. J'ai vécu en silence pendant 2 jours. Pendant ces 2 jours, j'ai fait mes cartons. J'ai passé en revue 10 ans de ma vie, triant en 3 piles, à garder, à donner, à brûler. La pile à brûler était la plus grande. Je n'ai pas eu de nouvelles de Garrett. Il était silencieux. Lorraine était silencieuse. Brenda était silencieuse. J'ai supposé qu'il préparait une plus grosse tempête. Je me suis souvent demandé ce qu'il faisait. L'homme qui venait d'escroquer 500 000 $ et sa jeune maîtresse, ma demi-sœur. Voici ce que j'imagine. Et plus tard, quand tout a été révélé, j'ai su que même ce que j'imaginais n'était rien comparé à la cruauté des faits réels. Pendant que j'étais assise dans une chambre d'hôtel stérile, aux prises avec une dette de 500 000 $, Garrett et Kendra étaient sur ce yacht 5 étoiles, vivant la vie extravagante et frivole qu'ils méprisaient autrefois. Ils buvaient le vin le plus cher, mangeaient des mets dont je n'osais jamais rêver. Ils dépensaient de l'argent comme de l'eau. Mon argent. Kendra s'est transformée de stagiaire en reine, vêtue de vêtements de marque avec des sacs coûtant des milliers de dollars. Mais toutes les fêtes ont une fin. Mon appel téléphonique, le gel des comptes, l'annulation de la carte noire, c'était comme jeter un seau d'eau glacée sur le rêve impérial. La carte noire, symbole du pouvoir de Garrett, a été soudainement refusée lorsqu'il a essayé de payer la location du yacht le lendemain. Il était abasourdi. Il a sorti sa 2e et sa 3e carte, mais tous les comptes joints étaient gelés. Sa rage, celle qui s'est manifestée dans ses 66 appels manqués, était réelle. Il ne pouvait pas croire que sa femme docile à la maison ait osé couper sa bouée de sauvetage. Et puis la bagarre a commencé, pas ma bagarre, la leur. Je pouvais imaginer comment Kendra, la jeune femme habituée à la richesse, réagirait lorsque sa mine d'or se tarirait soudainement. La douce voix de « Monsieur Cole » s'est sûrement transformée en un cri aigu. « Qu'est-ce que tu veux dire? Refuser? Tu avais promis que tu pourrais tout prendre en charge. Tu as dit que le monde serait à moi. Et maintenant quoi? Tu es un escroc. » Et Garrett, l'homme patriarcal qui s'était toujours considéré comme un roi. Comment pouvait-il supporter cette humiliation? Trahi financièrement par sa femme et maintenant mordu par sa maîtresse. Je l'imaginais lui crier dessus aussi fort qu'il m'avait crié dessus. La ferme. Si tu n'avais pas exigé ce sac à 2000 $, nous aurions de l'argent pour un billet d'avion.
Tu es un parasite qui ne sait que dépenser de l'argent. Leur amour, bâti sur ma trahison et mon argent, était plus fragile que l'écume de mer. Quand l'argent a disparu, il ne restait que la haine et le déchirement mutuel. La fête à $4000 chez Aria était leur apogée. Et ceci était l'enfer qu'ils s'étaient créé. Le troisième jour, alors que je préparais la documentation finale pour la vente de la maison, mon téléphone a fait un « digne ». J'étais si fatigué des menaces ou des supplications, mais cette fois, ce n'était pas de Gareth. C'était un message d'un numéro inconnu. Le nom du compte était « Kendra ». J'ai froncé les sourcils. Encore elle. La dernière fois, c'était une photo de bikini provocante. Et maintenant quoi? Avait-elle trouvé une solution avec Gareth et voulait-elle montrer qu'ils étaient toujours heureux? Mon premier instinct a été de la bloquer comme la dernière fois. Mais quelque chose m'a poussé. J'ai ouvert le message. Ce n'était pas une photo. Ce n'était pas une provocation. C'était juste 3 mots. Meredith, sauve-moi. J'étais abasourdi. Sauve-moi. À quel jeu jouait-elle maintenant? Je n'ai pas répondu. Je ne croyais pas une seule de ses larmes. Une personne qui acceptait volontiers $60 000 de soutien pour sa mère de la part du mari d'une autre femme était capable de tout. Quelques minutes plus tard, comme je ne répondais pas, un flot de messages est arrivé. Cette fois, c'était un long paragraphe, comme si elle l'avait écrit à l'avance et attendait juste de l'envoyer. Madame, j'ai eu tort. Je n'ose pas vous demander pardon. Sauvez-moi juste. Cet homme m'a trompé. Monsieur Cole n'est pas humain. C'est un démon. J'ai ri. Démon? Il y a quelques jours, le sophistiqué Monsieur Cole était sa mine d'or. Il n'a plus d'argent. C'était le message suivant. Vous avez bloqué les cartes et il n'a pas un sou. Il m'a frappé. Il m'a enfermé à l'hôtel. Il a dit que si je ne lui trouvais pas d'argent, il me vendrait. Madame, j'ai si peur. Je me suis échappé. Je suis à l'aéroport maintenant. Je n'ai pas un sou. Je n'étais pas psychologue, mais je pouvais reconstituer le tableau complet. La bagarre sur le yacht était terminée. Gareth, sans un sou, a révélé sa vraie nature. Il n'était plus un gentleman sophistiqué, mais un tyran acculé, un voyou. Et Kendra a réalisé qu'elle avait misé sur le mauvais cheval. Elle n'aimait pas Gareth. Elle aimait son argent. Quand l'argent a disparu, elle a dû fuir. Mais pourquoi m'envoyait-elle des messages? Le dernier message expliquait tout. Madame, je sais que vous allez le poursuivre en justice. J'ai ce dont vous avez besoin. J'ai des preuves. Des preuves qui empêcheront cet homme de relever la tête. Il n'est pas seulement un infidèle, c'est un criminel. Il m'a dit qu'il tenait une double comptabilité dans son entreprise. Évasion fiscale. Il était si arrogant. Il a gardé les preuves. Il les a gardées dans un coffre-fort dans mon appartement et je les ai volées il y a des semaines, comme une assurance. Le rat avait sa propre police d'assurance. Je peux vous aider. Je demande seulement que vous me pardonniez pour l'argent que nous avons reçu. Le péché de ma mère. Je le rembourserai. Je le promets. Je veux juste vivre en paix. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Elle n'était pas mon amie. Elle était un rat fuyant un navire en perdition, cherchant un nouveau navire auquel s'accrocher en vendant son ancien partenaire à bas prix. Elle pensait pouvoir m'utiliser. Elle ne savait pas. J'avais aussi besoin d'un outil, tout comme elle. J'ai regardé le message. Madame Reed, sauve-moi. Il y a quelques jours à peine, le même compte m'envoyait des photos de bikini, se moquant de mon âge. Ce changement d'attitude était vraiment spectaculaire. Mais je ne faisais confiance à rien de ce qui venait d'elle. Une personne qui acceptait volontiers $60 000 de soutien pour sa mère de la part du mari d'une autre femme était capable de tout. Je croyais que c'était un autre acte, un piège plus rusé. Je n'ai pas répondu. Je voulais voir quel autre rôle elle pouvait jouer. Et comme prévu, quand je suis restée silencieuse, elle a paniqué. Un flot de messages est arrivé, comme si elle avait peur que je la bloque. Madame Reed, s'il vous plaît, répondez-moi. Je sais que vous me détestez. Je mérite d'être détesté, mais Monsieur Cole n'est pas humain. C'est un démon. Je suis restée silencieuse. Démon? Il n'était pas le sophistiqué Monsieur Cole,
la mine d'or dont elle se vantait il y a quelques jours à peine. Il n'a plus d'argent. Vous avez bloqué les cartes et il n'a pas un sou. Il m'a frappé, madame. Il m'a frappé. C'est vrai. Le message suivant était une photo. Un selfie, mais pas un joli visage. Une joue était enflée et meurtrie et il y avait une longue égratignure près de sa bouche. Je me suis échappé. Je suis à l'aéroport maintenant. Je n'ai pas un sou. J'utilise le Wi-Fi emprunté pour vous envoyer un message. Il a dit que si je ne lui trouvais pas d'argent, il me vendrait. Madame, j'ai si peur. J'ai eu tort. J'ai été stupide. Je veux juste rentrer à la maison. J'ai regardé la photo. Devrais-je avoir pitié? Non, je n'ai pas eu pitié. J'ai seulement ressenti de la fatigue. C'était le prix de la cupidité. Elle a joyeusement profité de mon argent. Maintenant, elle doit payer le prix de cette fête. Mais je suis restée patiente. Je savais que Sora ne venait pas pleurer juste pour se défouler. Elle devait avoir un appât. Et ce qui devait arriver arriva. Madame, je sais que vous allez le poursuivre en justice. J'ai ça. Ce sont des preuves qui empêcheront cet homme de relever la tête. Il les a cachées dans le coffre-fort de mon appartement et je les ai volées. Je demande seulement que vous me pardonniez, à moi et à ma mère, pour l'argent que nous avons reçu de lui. Je le rembourserai. Je le promets. Je veux juste vivre en paix. Des preuves. Le coup de grâce. J'ai esquissé un sourire. Sora était assez malin. Elle savait qu'elle devait prendre une assurance en fuyant. J'ai tapé. C'était la première fois que je lui répondais. Mon message a dû être aussi froid que de la glace. Dans quel aéroport es-tu maintenant? La réponse a été instantanée. Je suis toujours coincé à l'étranger. Je viens de m'échapper à l'aéroport. Je me fiche de savoir où tu es, ai-je écrit. Je me fiche aussi qu'il t'ait frappé. C'est ton problème et le sien. Mais je suis intéressé par les preuves que tu as mentionnées. Oui. Oui, c'est vrai. Ce sont des doubles contrats. Des documents d'évasion fiscale. Il a dit que c'était son plus grand secret et que c'est comme ça qu'il est devenu riche. Il a dit que si ça se savait, il irait en prison. Évasion fiscale. Double contrat. Une étrange émotion s'est agitée dans mon cœur. Il s'est avéré que l'empire qu'il avait bâti, la façade du directeur sophistiqué et riche, reposait sur les fondations d'un crime. Lundi à 15 h, ai-je envoyé un message sans hésiter. Bureau de mon avocate, 30 Park Place. Rentre aux États-Unis comme tu peux. Apporte les preuves. On parlera. La confrontation finale était fixée. Lundi, 9 h. J'étais dans le bureau de Justine. Aujourd'hui était différent. L'air était tendu. J'ai choisi un tailleur noir au lieu de blanc. Je voulais porter la couleur de la fin. J'étais assise là, avec Justine à mes côtés. En face de nous se trouvait un autre avocat, un monsieur Herrera de J Capital, le fonds d'investissement pour lequel Garrett travaillait. Il avait un visage solennel et des yeux perçants et intelligents. Garrett est arrivé avec 5 minutes de retard. Il a ouvert la porte lui-même, mais en me voyant, en voyant Justine, et surtout en voyant monsieur Herrera, il s'est arrêté. Son apparence était misérable. Sa barbe était mal entretenue, ses cheveux gras. Son costume de marque était froissé et sentait la peur et la sueur. Il était hagard et ses yeux étaient injectés de sang et cernés. Meredith, ma chérie, a-t-il essayé, prenant une voix pitoyable. Il a essayé de s'approcher de moi. Asseyez-vous, a grogné Justine, en montrant la seule chaise vide au milieu de la pièce. Garrett s'est arrêté. Il m'a regardé, a regardé monsieur Herrera. Il a commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas. Il a maladroitement tiré la chaise et s'est assis. Monsieur Garrett Cole, a commencé Justine. Sa voix était dénuée d'émotion. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous inviter non pas à parler de 10 ans d'affection. Justine a appuyé sur une télécommande et le grand écran mural s'est allumé. Allons droit au but. Image 1, la vidéo de 30 secondes à Aria. La scène où il a embrassé Kendra. Garrett a fermé les yeux et a serré les dents. C'est. Suivant. Justine a appuyé sur la télécommande. La photo en bikini sur le yacht.
Silence. Regardez simplement l'écran, l'a interrompue Justine. Elle est passée à la diapositive suivante. Le relevé bancaire. Les mots « 2500 $ et « Brenda » étaient entourés en rouge. Un tableau calculant le total de 60 000 $. Garrett a commencé à pâlir. Ensuite, l'écran est passé au contrat d'hypothèque de la maison en grès brun. Le chiffre, 500 000 $, a été agrandi, suivi du résultat d'une analyse de signature. La signature de Madame Meredith Cole est conclue comme ayant été obtenue par des moyens frauduleux. C'est absurde, a hurlé Garrett en se penchant en avant. Tu l'as signé toi-même. Tu savais. Vous essayez encore de mentir? J'ai ouvert la bouche. C'était la première fois que je parlais depuis son entrée. Vous avez dit que c'était un document de garantie interne pour votre promotion, n'est-ce pas? Garrett était sans voix. Il m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Et enfin, a dit Justine. La porte de la salle de conférence s'est ouverte. Kendra est entrée, l'air petite, pâle et effrayée. Elle n'a pas regardé Garrett. Elle ne m'a pas regardé. Elle s'est dirigée vers la table et a posé un épais dossier sur le bois poli. Le dossier des doubles contrats. Cette fois, Garrett n'a pas crié. Il n'a pas bougé. Il est resté assis là, haletant. La sueur coulait sur son visage. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen de le nier. À ce moment, Monsieur Herrera, l'avocat de J Capital, a pris la parole. Sa voix était basse et ferme. Monsieur Cole, je représente le fonds d'investissement J Capital. Nous avons obtenu tous ces documents. Nous vous signalons officiellement pour fraude commerciale et détournement de fonds. Vous nous avez trompés, nous et nos investisseurs, pendant 5 ans. Non, c'est démené Garrett. Monsieur Herrera. J'ai été trompé. Cette fille, Kendra, elle m'a séduit. Elle m'a piégé. Il s'est tourné vers moi. Il a essayé de ramper hors de la chaise et de s'agenouiller. Meredith, sauve-moi. Dis-leur d'arrêter. 10 ans. Ça fait 10 ans, s'il te plaît. Je l'ai regardé. L'homme que j'avais autrefois aimé rampait à mes pieds. Mon cœur ne s'est pas agité. Il n'y avait pas de pitié. Il n'y avait pas de satisfaction. Il n'y avait que du vide. Monsieur Cole, ai-je dit, vous n'avez pas besoin de me supplier ni Monsieur Herrera. La personne à qui vous devez parler n'est pas nous. Garrett a paniqué. Juste à ce moment-là, la porte de la salle de conférence s'est rouverte. 2 policiers en uniforme et 2 détectives en civil sont entrés. Monsieur Garrett Cole, a dit l'un des détectives en montrant son badge. Nous sommes le groupe de travail sur la criminalité financière du NIPD. Nous avons reçu un rapport sur votre évasion fiscale et votre fraude électronique. Veuillez nous accompagner au poste pour interrogatoire. Garrett était pétrifié. Il a regardé les 2 policiers puis il m'a regardé. Le regard n'était plus suppliant. C'était un regard de haine pure et sans mélange. Mais il était trop tard. 2 menottes froides en argent se sont refermées sur ses poignets. Il a été traîné devant moi. Mes 10 ans de mariage, mes 10 ans de jeunesse, mes Terra Design que j'avais abandonnés, tout s'est officiellement terminé par le clic sec et final de ces menottes. 6 mois plus tard, j'ai appris la nouvelle par Justine. Le procès a eu lieu et le résultat était connu de tous. Garrett Cole a été condamné à un total de 18 ans de prison fédérale pour fraude pour avoir détourné 500 000 $ de moi, fraude massive contre J Capital et évasion fiscale fédérale. 18 ans pour une vie de cupidité et de mensonges. Sa mère, Lorraine, n'a pas pu surmonter le choc de la condamnation de son précieux fils. Elle a eu un AVC et a été paralysée d'un côté. J'ai appris par d'anciens voisins qu'elle était maintenant alitée, pleurant et maudissant, mais plus personne ne s'en souciait. Ma belle-mère, Brenda, et ma demi-sœur, Kendra, grâce à ses aveux et au remboursement de la totalité des 60 000 $, ce que le tribunal l'a forcé à faire en liquidant tous les biens qu'elle et sa mère possédaient, elle a reçu une peine avec sursis pour son rôle de complice. Je les ai également poursuivies au civil pour l'argent de mon héritage, et j'ai gagné. Elles ont tout perdu. On dit qu'elles ont disparu de la ville, honteuses et ruinées, et sont retournées dans leur petite ville natale pour vivre une autre vie. Je ne ressentais plus de haine ni de satisfaction. Je sentais juste que tout était revenu à sa juste place. On récolte ce que l'on sème. Quant à moi, je suis dans mon nouveau bureau.
Ce n'est pas une grande maison en grès brun. C'est un petit pantouse dans un vieil immeuble, mais il est plein de soleil. Les murs sont couverts de plans d'aménagement. Ils avaient été oubliés pendant 10 ans, mais mes compétences n'avaient pas disparu. Elles étaient comme une graine enfouie sous les décombres du mariage. Maintenant que la tempête était passée, elles commençaient à germer. Justine est entrée avec 2 tasses de café. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu viens de décrocher le contrat d'aménagement paysager pour tout le nouveau développement riverain. Pourquoi cette longue mine? J'ai souri et j'ai pris le café. Je pensais juste au type d'arbre à utiliser pour le lac central. Justine a éclaté de rire. Te voir maintenant, c'est la Meredith que j'ai toujours connue. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était très bleu aujourd'hui. Les gens étaient toujours occupés, mais mon cœur était étonnamment en paix. J'ai vendu mon jardin d'orchidées à 25 000 $, mais j'ai retrouvé mon propre ciel tout entier. Je n'avais pas besoin de faire de charité pour prouver que j'allais bien. Je devais juste bien vivre et bien faire mon travail. Pendant 10 ans en tant que femme au foyer, j'ai appris à entretenir un jardin. Maintenant, j'utilise cette compétence pour entretenir ma nouvelle vie et rendre la vie des autres plus belle. J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur de café, de papier et l'odeur de la liberté. Ma vraie vie venait de commencer. Il a fallu tout perdre pour me retrouver. Si vous vous êtes déjà senti trahi, perdu ou petit, sachez que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que vous n'êtes pas seul. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous.